Oui. Parfait. Donc, voilà, c'était ma page titre. Bon, les seuils planchers pour le financement à la mission. Donc, tantôt, Sonia a fait référence en temps de service, projet. On ne parle pas de ça aujourd'hui. On parle vraiment du soutien à la mission. Donc, pour être clair. Alors, c'est important de dire, c'est quoi un seuil plancher? Ça a été, Sonia en est témoin, là, ça a été un gros travail, là, juste essayer de se trouver une définition là, commune. Au RQAK, là, en passant, le RQAK, on est presque 80 regroupements nationaux, regroupements et organismes nationaux d'action communautaire autonome. Donc, pour nous, le seuil plancher, ce qu'on s'est défini, c'est que c'est une revendication. Donc, c'est un montant qui est revendiqué auprès du gouvernement pour le soutien à la mission globale. Donc, c'est vraiment pour le financement à la mission. Ce n'est pas pour les ententes de service, ce n'est pas pour les projets. C'est une demande pour une participation minimale du gouvernement. Donc, dans le soutien à la mission, tu as les frais généraux, les infrastructures de base, les ressources humaines et tout ce qui est lié là, à la réalisation de la mission. Et je suis désolée, là, vous allez entendre des petits poup-poup, là. C'est mes collègues là, qui parlent qui communiquent, puis je n'ai pas réussi à trouver le piton. Moi aussi, là, techno, des fois, là, j'ai un peu de problème, là. Fait que je n'ai pas réussi à fermer le piton qui m'empêche d'avoir ces petits pop-up, là. Fait que, mais nous, on ne les entend pas de souci. Vous ne les entendez pas? Pas du tout. Super. Bon, ben, tant mieux, ça va moins nous vous déranger. Et finalement, comme objectif pour les seuils planchers, c'est d'avoir les moyens d'assurer la pérennité de nos organismes et en particulier d'offrir des bonnes conditions de travail. Donc, on est parti de ce principe-là quand on a fait quand on a mis à jour les seuils planchers. Je dis mis à jour parce qu'il y a eu quand même plusieurs étapes dont je vais vous parler très bientôt. Mais auparavant, j'aimerais vous mentionner ce que ce n'est pas un seuil plancher. C'est important de le dire. Ce n'est pas un montant qu'on va estimer gagnable à court terme là, ou réaliste dans le contexte actuel. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une revendication. Ce n'est pas non plus un montant qui est inscrit dans un programme. Par exemple, j'ai vu que dans votre programme, là, il y a un minimum de 85 000. Puis c'est la même chose aussi comme en défense collective des droits, ils ont à peu près le même minimum, là, autour de 82 000. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment un montant revendiqué. C'est pas non plus un seuil plafond, parce qu'il y a des groupes là, qui ont des seuils plafonds. Je pense que vous en avez vous aussi, là. D'après ce que j'ai vu, c'est 300 000. Puis je pense qu'il y en a aussi en éducation, les groupes en éducation. Fait que c'est pas ça. C'est vraiment un montant revendiqué pour le soutien à la mission. Ce que je voulais dire tantôt aussi, c'est je vais faire la présentation. S'il y a vraiment des fois des points de clarification en cours de route, on pourra les faire. Si ces points-là touchent une prochaine diapo, bien là, je vous le dirai. Puis, je me fie sur Marie-Pierre, parce que moi, je ne vous vois pas du tout là, pour l'instant. Fait que je me fie sur Marie-Pierre pour me guider, là, me dire s'il y a des questions. Donc, finalement, les seuils planchers, c'est un financement qui est souhaité pour la mission. Là, je me répète, là, mais c'est important de le redire. Ça n'a pas d'ambition prescriptive sur le fonctionnement des organismes. Ce n'est pas pour vous dire quoi faire, mais pas du tout. Les organismes sont complètement autonomes dans l'utilisation de leur financement. Donc, il ne faut pas penser là, que ça a une portée là, de vous dire quoi faire. C'est plus un outil pour vous aider à identifier les revendications, puis aussi un outil pour nous aider à avoir des revendications globales pour le mouvement. Donc, voilà ici un petit peu ce que je mentionnais par rapport à l'histoire. Il y a déjà eu des seuils planchers depuis 2003. Ça, c'était à l'époque où moi, je suis arrivée au RQAK, qui s'appelait le comité aviseur à l'époque. Donc, ces seuils planchers-là, ils étaient basés sur, pas quelque chose de très solide, ils étaient basés sur un consensus
qu'il y avait eu entre secteurs. Et c'était des seuils planchers qui partaient, là, si j'ai mon souvenir, étaient de 75 000 selon la typologie d'organisme. Donc, il y avait différentes typologies et selon des phases de croissance, c'est-à-dire que selon si tu étais un organisme qui venait d'obtenir un premier financement ou qui se développait ou qui était en croissance. Là. Donc, c'était variable. Je vous mentionne pas tous les chiffres qu'on avait. Là. Puis aussi, c'était des seuils. Pour les regroupements, il n'y avait pas de typologie. C'était selon le territoire couvert. Fait qu'il y avait juste un montant là, selon s'il couvrait le local, national, régional. On a utilisé ces seuils planchers-là pendant plusieurs années, là, de 2003 à 2020, mais c'était vraiment de façon très, très variable. Il y avait des secteurs qui l'utilisaient, il y avait d'autres secteurs qui ne l'utilisaient pas, il y avait des critiques par rapport à ça, il y en avait qui trouvaient que les montants étaient justement aléatoires, que ça manquait un peu de cohérence, il y en a qui trouvaient qu'ils étaient trop élevés, il y en a qui trouvaient qu'ils n'étaient pas assez élevés. Mais on les a quand même, on avait quand même un consensus, fait qu'on a continué à les utiliser. Puis là, est arrivé en 2020, où là, on s'est dit, non, là, il faut vraiment, on a besoin d'une revendication commune, on a besoin d'avoir quelque chose de solide. Fait qu'on a fait des travaux avec le comité intersectoriel au RQAK. Et là, on a fait plein d'allers-retours là, avec les comités ont travaillé là-dessus là, vraiment pendant un bon bout, avec des rencontres de membres qui nous revenaient avec des choses qui ne marchaient pas. On revenait, on s'ajustait. Donc, on a travaillé fort là-dessus pour finalement, en 2022, adopter une méthode de calcul qui est basée qui prend pour base les frais de ressources humaines et des bonnes conditions de travail. C'était ça la base là, des seuils planchers. Et ça nous a mené en 2024 à adopter une revendication à ce moment-là pour l'ensemble du mouvement qui était basée sur un nombre de personnes équivalentes en plein qu'on appelle les ETP, un nombre de personnes qui travaillent au sein du communautaire, une moyenne. Donc, je reviendrai là-dessus tantôt là, pour la moyenne, puis aussi avec un pourcentage qu'on considérait qui était un pourcentage moyen là, pour qu'on met dans nos dépenses, qu'on met pour les frais de ressources humaines. Donc, ça a l'air un peu nébuleux comme ça, là, mais c'est un petit peu l'histoire, mais vous allez voir, on va le décortiquer, puis ça va vous apparaître un petit peu plus clair. Alors, pour identifier un seuil plancher, ce qu'on fait, c'est que, premièrement, on identifie le nombre de postes qui est nécessaire pour réaliser notre mission. On a mis minimum 3 équivalents temps plein, 3 ETP, parce que ce minimum-là, c'est un peu, c'est vraiment comme, comment on pourrait dire, pour qu'un organisme fonctionne, ça prend au moins 3 personnes. C'est sûr que moi, j'ai déjà été dans un organisme à 2 personnes, là, mais pour être capable de réaliser une mission, là, ça te prend au moins 3 personnes. Après ça, il faut évaluer la part du budget qui est attribuée aux autres frais. On dit, mettons, qu'on a 3 personnes dans notre équipe. Pour notre budget, ça correspond, mettons, à 70% de nos dépenses. Et pour le reste, donc, c'est 30%. Et là, on va remplir le fichier Excel qui est disponible sur notre site. Rassurez-vous, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. C'était juste pour vous montrer, là, grosso modo, là, c'est quoi les étapes pour identifier le seuil plancher. Voilà. Donc, par exemple, attendez, là, je vais juste me mettre ici. Bon. Par exemple, vous avez ici, mettons qu'on a, là, je prends l'exemple de ce qui avait été adopté
par le RQAK comme seuil plancher. Donc, vous avez 7 ETP avec 82 817. Ça, c'est tous les frais salariaux que je vais vous décortiquer après, là. Donc, ça fait un montant de 579 000 avec, ça correspond à 70 des frais. Le 70 pour tous les autres frais et le seuil plancher, à la fin, ça devient 828 169. Ça, c'est un exemple là, de ce que ça donne comme seuil plancher. Évidemment, ça, c'est le seuil plancher. Mais si on veut revendiquer un montant, il faut quand même soustraire la subvention actuelle à la mission qu'on obtient présentement. On continue, je vais détailler tout ça aussi, là. On y va étape par étape. Puis vous, arrêtez-moi si vous trouvez que je vais trop vite. Donc, je vais à la prochaine. Vous avez, comment sont calculés les frais de ressources humaines? Vous avez vu, là, ça donne 82 817. On a pris le taux horaire moyen pour les emplois couverts par une convention collective dans Statistique Canada. On s'est dit que c'est important de partir de bons salaires. La misère, là, c'est pas pour nous, là. Donc, on part d'un quand même correct salaire. C'est pas un salaire à tout casser, mais c'est quand même pas pire. Ce qui nous fait un salaire brut de 64 119. On ajoute les charges patronales de 29 et 16 il y en a peut-être parmi vous qui sont à la direction, vous connaissez un petit peu ces montants-là, mais on va les décortiquer quand même parce que nous, on a ajouté aussi quelques trucs en plus de ce qui est obligatoire par le gouvernement. Et ça nous donne le 82 817 que je vous parlais tantôt. Donc, ça, c'est le seuil plancher. Maintenant, ce n'est pas le seuil plancher, mais c'est le montant calculé d'un salaire de frais salariaux, pas de salaire, mais de frais salariaux pour une personne. Si on décortique toute la question du salaire, des frais salariaux. On a le salaire en premier, comme vous voyez. J'espère que ce n'est pas trop petit pour vous, là. Je suis allée prendre une capture d'écran de notre fichier Excel. Donc, vous voyez les charges sociales aux frais de l'employeur ici. Ça, c'est obligatoire. C'est sur notre fichier Excel, vous avez le lien vers le site, la page du gouvernement qui donne ces montants-là. On a ajouté les frais de formation de 1 qui sont obligatoires pour les grandes entreprises, mais qu'on pense que chaque groupe devrait pouvoir fournir 1 de sa masse salariale pour de la formation à ses employés. On a ajouté aussi un fonds pour l'accessibilité en continu. Ça, c'est un fonds qu'on a tenu compte du fait qu'il y a souvent des absences de personnel. Donc, on a calculé, on a pris un petit peu comme le taux de vacances minimum là, du 4 Fait qu'on a mis un 4 pour pouvoir maintenir, pour les groupes qui voudraient maintenir les activités en continu dans leur organisme, même quand il y a des absences, on a mis ce 4 %-là. On a aussi prévu un fonds de prévoyance qui est consacré au roulement du personnel et du transfert de connaissances. Ça, ce n'est pas quand il y a des absences, mais c'est plus, on sait, dans le communautaire, il y a au-dessus de 30 % de roulement personnel, ce qui est vraiment énorme, beaucoup plus élevé que celui, le roulement moyen du Québec. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il faut prévoir un fonds de roulement pour ça. On a pris le 4 % de vacances, encore une fois, mais on l'a multiplié au 30 % de roulement de personnel, fait que ça nous a fait un 1,2 %. Le 30 % de taux de roulement de personnel, on utilise les données du Comité sectoriel de la main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire. Après ça, contribution au régime de retraite. Il est considéré que le minimum pour avoir un régime de retraite là, qui est quand même, qui n'est pas la grosse affaire, mais qui est le minimum, ça serait un 10 % de mettre un 10 % des salaires. Donc,
pas des salaires, mais oui, un 10%. Oui, c'est ça, un 10%. Mais sur ce 10%-là, il y a toujours une contribution, on met une contribution salariale des employés et la contribution patronale, on a mis ici le 5%. Et on a ajouté aussi la contribution patronale aux assurances collectives. Donc, ça, c'est variable d'un groupe à l'autre, évidemment. Fait qu'on a pris le 5%, 5% comme on a pris le même principe là, que pour le régime de retraite. Ce qui fait les charges patronales que je vous mentionnais tantôt de 29 et 16%. Donc, ça nous fait un total là, de 82 817. Donc, voilà. Et dans notre grille, on a aussi prévu, on s'est fait dire par les groupes, par nos membres, que des fois, il y a des situations particulières pour certains groupes. Donc, on ne peut pas juste tenir compte de ce que je vous ai mentionné, là, qu'il y a aussi des fois des situations qui font qu'on a besoin plus d'infrastructures matérielles, on a besoin, la taille de l'organisme aussi peut jouer, on peut avoir un nombre de membres plus élevé, on peut avoir un territoire plus élevé aussi. Donc, on nous a demandé d'ajouter au besoin une variable pour pouvoir bonifier. Donc, vous pouvez, dans le formulaire, mettre un chiffre qui vous permet d'ajuster votre seuil plancher. Donc, ici, normalement, je quitterai la présentation pour nous rendre sur le fichier Excel du RQAK. Mais je pense que je vais laisser tomber cette partie-là. Vous allez avoir la présentation et vous allez pouvoir vous y rendre directement et voir un petit peu qu'est-ce que ça a de l'air. Mais ça, c'est ce que vous voyez là, ici, là, ça, c'est la capture d'écran sur notre site. Et c'est vraiment le document Excel ici que vous allez pouvoir télécharger. Et chose très, 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 très importante, c'est qu'il faut télécharger le fichier pour le remplir. Il y a beaucoup de monde qui m'écrivent pour avoir un accès au fichier. Vous ne pouvez pas remplir directement parce que ça change les données. Ce fichier-là, il est disponible à l'ensemble du mouvement. Donc, il faut le télécharger sur votre ordinateur et après ça, vous pouvez aller faire tous vos calculs que vous voulez. Vous me direz à la fin de la rencontre, si vous voulez qu'on le fasse ensemble, qu'on y aille directement sur le site, vous pourrez me dire, puis on pourra le faire. Donc, voilà l'exercice que nous, on avait fait en 2024 qui nous ont mené à une revendication que je vais vous mentionner tout de suite après. On a fait l'exercice pour prendre position. Donc, on avait mis des exemples. Ça, c'est 2024. Hein, ce n'est pas tout à fait le même chiffre là, que vous avez vu tantôt. C'était 828 000. Là, c'est 805 000, mais je vous mets le chiffre qu'on a adopté en 2024 parce qu'on met à jour selon l'indexation à chaque année. Puis là, on est rendu en 2025. Fait que c'est normal que le chiffre ne soit pas tout à fait pareil, mais on reste quand même dans les mêmes eaux, là. Donc, on avait fait l'exercice, on avait montré un petit peu qu'est-ce que ça donnait avec 3 postes, mettons, à 60% en frais de ressources humaines et compagnie, là, 3, 5, 7, c'était les 3 exemples qu'on avait donnés et on avait pris 60, 70, 80% pour se donner une idée. Et ce qu'on avait adopté pour notre revendication, là, le montant de base, c'était le 805 726 qui faisait, on avait choisi 7 postes et 70% en frais de ressources humaines. Puis, dans la prochaine diapo, ça vous explique pourquoi on a choisi 7 postes. C'est qu'encore une fois, on a utilisé les données du CSMO-ESSAC, du Comité sectoriel de la main-d'œuvre. La moyenne pour les organismes d'ACA, c'est de 7 emplois équivalents temps plein. On est bien conscient qu'il y a des groupes qui fonctionnent avec vraiment moins que ça, beaucoup de groupes, mais il y a beaucoup de groupes qui fonctionnent avec plus que ça aussi. Il y a des groupes qui sont vraiment, ils ont beaucoup plus d'employés, donc c'était une moyenne. Et parce que nous, on voulait faire une revendication moyenne aussi là, pour
pour l'ensemble du mouvement. Et pourquoi 70% en ressources humaines? Ben, c'est la proportion qui était la plus utilisée selon les données qui ont été fournies par nos membres. C'est sûr qu'il y a des membres là, qui nous ont dit, là, nous, là, on a des groupes, des petits groupes, mettons, là, qui ont décidé qu'ils n'ont plus de locaux, puis qui fonctionnent juste en télétravail, ils ont moins de frais, tout ça. Fait qu'eux autres, des fois, même, ça va aller presque à 90% en ressources humaines, mais il y en a d'autres que c'est le contraire. En loisirs, vous le savez, vous avez besoin d'infrastructures, vous avez besoin, en tout cas pour la plupart, de beaucoup de choses. Donc, ça se peut que les frais, les autres frais qui ne sont pas des ressources humaines prennent plus de place. Fait que mais nous, on travaille toujours comme pour l'ensemble du mouvement. L'ensemble du mouvement, mais il est très diversifié. Donc, qu'est-ce que ça donnait? Pourquoi ça a donné une revendication de 2,6 milliards que vous avez sûrement vu déjà passer pour 2024, là, je vous parle? C'est qu'on a calculé le 805 726. On l'a calculé pour 4 500 organismes d'ACA et ça nous a donné 3,6 milliards. Évidemment, on enlève le financement actuel en soutien à la mission, qui est le montant là. Ça, c'est le montant le plus récent qu'on a. Là. Les données les plus récentes sont de 2022-2023. Fait que ça nous faisait un manque à gagner de 2,6 milliards. Ce que je ne vous ai pas dit tantôt, quand vous allez remplir, mettons, le fichier Excel, si vous le faites individuellement, il faut que vous alliez indiquer votre montant en soutien à la mission. Là. Il y a une case pour ça à la fin qui permet de déduire. Là. Tout est déjà là. Et qu'est-ce qu'on fait de cette revendication? Nous, on l'a présenté à la ministre Chantal Rouleau, qui est responsable de l'action communautaire et de la solidarité sociale. On l'a présenté aussi aux fonctionnaires du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. On l'a transmis aux consultations prébudgétaires du ministre des Finances, évidemment. On l'apporte dans toutes nos revendications, nos représentations. Puis, c'est sûr que cette revendication-là, le seuil plancher, peut vous servir à déterminer votre revendication à vous, qui pourrait être une revendication d'un secteur, c'est-à-dire que chacun des regroupements pourrait recueillir, pourrait, mettons, identifier son nombre de membres et après ça, avec un seuil plancher de base que vous pourriez l'identifier collectivement. Et après ça, le mettre tout le monde ensemble, tous vos regroupements. Ça peut être différentes méthodes là, qui peuvent être utilisées. Là. Je ne sais pas pour vous là, comment vous l'avez fait, là, mais on pourra sûrement en parler après. Et ça vous donne une revendication qui est basée vraiment sur quelque chose de solide, sur quelque chose qui permet aussi de mettre de l'avant qu'on a besoin d'avoir des bonnes conditions de travail dans le communautaire. Fait que là, je pense que je serais rendue à la période où je quitterai le partage d'écran. Et fait que je vais arrêter mon partage d'écran si vous êtes d'accord. Est-ce que j'ai arrêté? Oui? OK. C'est bon. Et je voulais savoir, est-ce que vous voulez que je vous montre qu'est-ce que ça a de l'air sur notre site Internet ou ça vous convient comme ça? Je vois pas de... Oui, c'est ça. Ben, en fait, oui, Armandine a levé la main. Peut-être qu'individuellement, les personnes pourront y aller, puis peut-être une autre rencontre. Nous, on a régulièrement des rencontres de membres. On va en reparler. On pourrait reparler une fois que tout le monde l'aura vu. OK. Une question d'Armandine. Excuse, Céline, vas-y, oui. Oui, bien à ce moment-là, tu sais, c'est ça. Là, je pense que moi, j'aimerais ça, là, si tu sais, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. C'est important là, que vous me posez la question, là. C'est important parce que c'est quand même pas
C'est un grand exercice qu'on a fait, là, qui a duré longtemps, puis qui est basé sur beaucoup, je vous ai présenté beaucoup de chiffres, là, fait que c'est peut-être un peu aussi, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Merci beaucoup, Céline. Je pourrais revenir là, sur la façon dont, parce que je disais tout à l'heure que le CQL utilise les seuils planchers pour déterminer nos revendications dans le mémoire prébudgétaire. Je pourrais réexpliquer un peu comment on le fait, comment je le fais. Mais, c'est super. OK, oui, c'est vrai, j'avais oublié d'aller voir ça. Armandine. Bonjour. Je vais juste éteindre le son de votre stage. Je m'excuse, salle Lac-Saint-Pierre. Quand vous avez le micro allumé, ça fait beaucoup de clichage sur la ligne. Là. Ouais. Si vous pouviez éteindre le micro quand vous ne parlez pas dans la salle Lac-Saint-Pierre, ce serait super. Voilà, génial. Merci. Alors, bonjour Céline, enchantée de te revoir. On s'est croisés dans le communautaire Centre-Sud. Là, je t'avais croisé quelques fois, mais merci beaucoup pour la présentation. Puis je suis désolée, je suis arrivée un petit quart d'heure de retard. Là, la cabane à sucre d'en bas m'a endormie, donc j'ai allumé 15 minutes en retard que la réunion avait démarré. Bref, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais juste une petite question sur le fait qu'il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris dans ta présentation, Céline, c'est quand tu dis que le seuil plancher monte alors que la part des frais, c'est comme s'il y a plus de ressources humaines qui sont nécessaires par rapport aux autres frais. Puis le seuil plancher, c'est comme, il y a comme un effet qui n'est pas dans le bon sens, on a l'impression dans les chiffres qui nous ont été présentés. Puis encore là, l'idée, c'est peut-être pas de se faire assommer, mais ce que j'essaie de comprendre, c'est la deuxième partie du calcul, le pourcentage des frais autres. Parce qu'habituellement, dans les budgets des organisations, c'est les ressources humaines qui coûtent le plus cher. Fait que là, je ne comprends pas très bien. Dans ton dossier, on a l'impression que moins il y a de ressources humaines, plus le seuil plancher est haut. Puis plus il y a de ressources humaines, moins le seuil plancher est haut. Fait que je voulais juste que tu m'expliques, en fait, c'était quoi l'autre pourcentage de frais, en fait. C'est que comment on fait pour se donner une idée de à quoi ça correspond, puis pourquoi ça joue à contre-courant sur le seuil plancher. Je ne sais pas si ma question est claire. Ben, j'espère d'avoir compris. Comment je pourrais dire ça? Mettons quand on détermine les frais salariaux, c'est quelque chose de fixe. Fait qu'on part de ça. À ce moment-là, quand on arrive, mettons qu'on dit, voilà, nos frais salariaux sont on prend, mettons, 3 postes, puis on considère que ça l'équivaut à 60% de toutes nos dépenses. Ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, le 40%, il prend plus de place. Non, je ne sais pas comment l'expliquer. Oui, mais c'est comme si le 40%, il valait plus que si ça avait été des ressources humaines. Parce que ton seuil, quand on regardait ton tableau où tu avais le montant des seuils planchers en fonction des pourcentages d'autres frais, il y a comme un côté qui n'est pas très logique. Habituellement, dans le budget de, je pense, la majorité de nos organisations, puis c'est pareil dans le communautaire plus social, le gros de la dépense, c'est de la ressource humaine. Donc, normalement, si tu devais avoir 80% de ressources humaines puis 20% d'autres frais, ton seuil plancher devrait être plus important que si tu avais 60% de ressources humaines et 40% d'autres frais. Or, dans le tableau que tu nous as présenté, c'est l'inverse. OK, attends un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Je pense que je vais partager mon écran. Attendez, fond d'écran. Le montant des ressources humaines, c'est un montant fixe. Donc, si 70% d'un montant donné, ben c'est je ne sais pas, là, 300 000 $, ben, si ensuite le même montant de 300 000 $ représente uniquement 60%, parce qu'il y a une plus grosse partie du budget qui est allouée à d'autres charges qui ne sont pas les charges salariales, ben, le budget global augmente parce que 300 000 $ pour équivaloir à 60%, ben, il faut que ça soit de peut-être, je ne suis pas calculatrice, là, mais disons 450 000. Alors que pour ça équivalent à 70%, c'est juste de 400 000 le budget global.
On est dans la mathématique. Oui, on est un peu dans la mathématique, puisque je ne comprends pas, c'est qu'on nous dit, ce que Céline nous dit, c'est la première chose à faire, c'est qu'on regarde le nombre de personnes à temps plein, on leur met un salaire convenable, des conditions convenables, on part de ça. Puis après, on regarde dans notre budget actuel, c'est quoi? Mettons, mon budget, il est d'1 million, puis j'ai 600 000 de masse salariale, ben, ça veut dire que j'ai 40% d'autres frais. C'est ce pourcentage-là que je dois retenir comme étant mon deuxième facteur pour calculer mon seuil plancher. Est-ce que j'ai bien compris, Céline? Oui, 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 c'est important de voir en premier lieu le nombre de personnes, mais pas dans ton budget actuel avec ce que tu vas revendiquer. Oui, 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 mais c'est surtout sur le calcul des autres frais que j'ai du mal à comprendre, en fait, sur quoi il faut s'appuyer, puis comment ça joue sur ton calcul de seuil plancher. Mais peut-être que quand je vais faire l'exercice sur le tableau Excel, je vais mieux le comprendre, là. Mais ce que je peux faire, ça serait, je vais vous partager là, ce qu'on voit. Peut-être que l'image va vous aider, là. Puis ça me dit que peut-être dans une prochaine présentation ailleurs, je pourrais la mettre, cette image-là. Fait que je partage. Attendez, fait que ça, c'est celui-là. Il y a Richard ici qui va intervenir dans la salle. Oui, ben, en fait, je pense que vous avez besoin aussi d'une année témoin, une année, un budget standard pour un organisme, une année standard. Parce que là, bon, vous savez que l'organisme peut avoir un budget d'1 million d'années, puis un budget de 600 000 l'année suivante. Il y a une moyenne sur un certain nombre d'années qui se fait. Ça dépend de ce que vous faites. Vous avez des projets, comme le CQL, parfois on a beaucoup de projets, des fois moins de projets. Donc, les ressources humaines changent beaucoup. Si on va avoir un seuil plancher pour les ressources humaines, aux revendications, il faut établir une année témoin, une année. Ou une moyenne, c'est ce que le QAK a fait en allant chercher la moyenne du nombre d'employés par rapport à l'étude du comité sectoriel de main-d'œuvre. Est-ce qu'on laisse aller Céline? Tu veux y aller, Guillaume? Oui, elle peut y aller. Ah. J'ai une petite question. OK. Vas-y, Céline. Oui, ben c'est ça, là, on a mis dans notre, vous voyez, là, ici, là, ça, c'est sur notre site Internet, là. Vous pouvez mettre, là, tu sais, tous les chiffres et tout. Ici, là, vous pouvez changer le nombre d'employés. Puis là, après ça, vous mettez le pourcentage. Donc, vous avez le choix, là, entre 10 et 50%. Puis ici, on a mis un petit tableau là, qui vous explique un petit peu là, comment ça se fait que plus, comme le montant des frais salariaux est fixe, plus la part en pourcentage consacrée aux autres frais diminue. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais en tout cas, ça vous donne une idée, là, peut-être vous pourrez aller voir là-dessus. Là. Je vais arrêter mon partage. Ça y est, en fait, je crois que je comprends, puis du coup, je comprends mieux la réponse de Guillaume aussi. Donc, effectivement, cette image-là m'aide plus à comprendre la notion de qu'est-ce qui est fixe dans le calcul. Merci, Amandine. Guillaume? Ouais, moi j'avais une question peut-être plus sur comment déterminer le bon nombre de personnes, parce que bon, dans des revendications antérieures du RQAK, je pense qu'il y avait eu le nombre de 3 personnes qui avaient été un peu présentées comme étant un minimum pour assurer la mission. Là, maintenant, on a plutôt opté pour un calcul d'une moyenne du portrait des organismes, sauf que si je regarde dans notre organisation, ben, on a peut-être plus que 3, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont pour des projets spécifiques, qui ont été embauchés pour un projet. Bon, on pourrait dire que ça fait partie de la mission, mais c'est plus pour le projet qui sont là. Puis je pense que si on regarde dans les différents organismes, il va y avoir des situations similaires. Donc, comment on fait pour déterminer correctement c'est quoi le bon nombre d'employés qui serait vraiment pour la mission et non pas pour les projets, où on ne s'en soucie pas trop, puis on dit le chiffre qu'on aurait besoin pour faire tout ce qu'on veut faire. Mais là, dans ce cas-là, on pourrait tomber à l'infini un peu parce que des projets, on en a toujours plein. Oui. Je pense que ça prend un nombre d'employés pour établir la mission. C'est quoi la mission de l'organisme, c'est quoi qui va avec le nombre d'employés associés à ça. Les projets, c'est autre chose. Céline, moi j'ai utilisé, il y a eu à un moment donné une classification du nombre d'employés minimum si c'était au niveau local, régional ou national.
Oui, ça, on a déjà, ben, il y a déjà eu ça dans les anciens seuils planchers, là. Mais je sais que pour les groupes en défense de droit, je pense qu'il y a ça, ben, c'est pas des seuils planchers, là, mais le SACEI détermine un montant différent selon le niveau. Mais ce n'est pas un seuil plancher, là, tu sais, c'est vraiment comme le montant de base là, que le gouvernement a décidé, là, mais pour nous, ça, ce n'est pas un seuil plancher, là. Mais par contre, ce que je voudrais répondre là, à la question, c'est que au départ, quand on a déterminé là, un minimum de 3, c'était vraiment parce que c'est quand on a essayé d'établir comment on allait faire comment on allait faire le seuil plancher. On allait partir de quoi? T'sais? Fait qu'il a fallu qu'on établisse, on ne pouvait pas mettre une moyenne parce qu'on se disait que les groupes sont différents, il y a des besoins différents, c'est vraiment très variable. Fait qu'on a dit, on va quand même y aller un minimum 3. Mais après ça, puis là, ça permettait, mettons, à tous les secteurs de dire, bon, ben OK, nous, mettons, on avait la prétention. On espérait que tous les secteurs puissent dire, OK, nous, notre moyenne, notre nombre, c'est ça. Et voilà notre seuil plancher. Puis là, on aurait ramassé toutes les moyennes, pas toutes les moyennes, tous les résultats de chaque secteur, mettons éducation, santé, etc., famille, loisirs et compagnie. Puis, ça nous aurait donné une revendication commune. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, c'est pas tout le monde qui s'entend dans tous les secteurs. Puis il y avait trop il y avait des divergences à certains endroits. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, d'abord, nous, ce qu'on va faire au RQAK pour la revendication, on va y aller avec la moyenne. On sait que c'est variable d'un secteur à l'autre, c'est différent, puis il y a des secteurs qui vont pas nécessairement s'entendre. Il y a des groupes, des regroupements qui regroupent les mêmes groupes, mais pas avec la même façon de fonctionner. Fait que nous, on a dit, OK, on va prendre la moyenne. C'est 7. La moyenne, c'est 7. On prend le chiffre du CSMO. On le multiplie par le montant de frais salariaux pour une personne. Ça va nous donner la revendication. Fait que c'est comme ça qu'on l'a établi, là, cette revendication-là. Fait que c'est sûr que ça n'empêche pas chaque secteur de déterminer ses propres revendications, mais c'est sûr que nous, il fallait qu'on trouve une façon là, d'en arriver à pouvoir dire, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin pour l'ensemble du mouvement dans toute sa diversité. Je ne sais pas si ça clarifie. J'ai peut-être d'autres questions si il n'y a personne d'autre. On va peut-être, parce que Céline avait pris, mais vas-y, Guillaume, à moins qu'il y ait une autre personne, je n'ai pas vu. Personne, donc oui, Guillaume, vas-y. Ben, on change de sujet, mais beaucoup de membres du CQL, par exemple, puis on parle beaucoup de l'économie sociale dernièrement. Fait qu'on a certaines parties de notre mission, même des fois, ou de nos activités qui peuvent générer des revenus. Fait que dans les revendications ou dans le calcul qu'on fait pour un seuil, est-ce qu'on devrait ignorer cet aspect-là de génération de revenus ou, parce que c'est sûr, bon, plus on demande des montants dans une négociation élevée, ben, il y a moins de chances qu'ils les donnent des fois, mais aussi, bon, on part dans un processus de négociation, mais en même temps, si on dresse le portrait réaliste, ben, il y a certains de nos organismes qui ont quand même des revenus autonomes, autogénérés importants. Donc, comment les prendre en compte dans ce calcul? À ce moment-là, la question qui se pose, puis là, Sonia, peut-être tu vas être plus en mesure de répondre toi-même, là, mais spontanément, ce qui me vient en tête, c'est est-ce que ces revenus-là proviennent d'activités de mission? C'est-tu la mission de l'organisme ou c'est des revenus à part qui nous permettent de survivre? Ben, je pense que dans certains cas, c'est pas mal lié à la mission. OK. En fait, c'est ça, c'est compte tenu de
du niveau de financement à la mission des organismes, c'est dans le domaine du loisir, Céline. Donc, c'est devenu tellement bas que les organismes n'ont pas eu le choix de développer des revenus d'autofinancement. D'ailleurs, ils l'utilisent aussi pour des projets. Tu sais, on en parle des fois, pour avoir un projet, il faut aussi que tu fournisses comme 30 ou 20 bref. Donc, tu as besoin aussi. Mais c'est une très bonne question. Je pense qu'on pourrait, compte tenu des particularités du secteur, on pourrait se dire éventuellement, pour avoir des discussions pour dire, ben, au lieu de, est-ce que vous souhaiteriez on prend le montant total, on enlève nos financements à la mission, est-ce qu'on devrait enlever, nous, un autre montant qui pourrait correspondre à des revenus? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? On n'a jamais parlé. C'est une question de transparence. Ouais. Ben, c'est Si ça. on demande des sous de tous les côtés, nous, il faut qu'on puisse présenter qu'on en fait aussi. Puis c'est rassurant aussi pour les subventionnaires, lorsqu'ils voient qu'on a une certaine autonomie financière. Des fois, ils sont plus aptes à nous financer aussi. Mais c'est ça, je disais, c'est compte tenu du faible niveau de financement à la mission qu'on a, c'est comme, c'est ça là, qu'il faut voir. C'est pour ça que pour le moment, moi, je ne l'ajoutais pas parce que quand on compare là, avec les autres secteurs, nos niveaux de financement à la mission, dans le fond, sont plus bas puis ils sont beaucoup moindres. Parce que quand Céline présentait les 4500 groupes, nous, on représente à peu près 200 organisations là-dedans. Mais au total, on sait qu'on a aussi 5000 organisations. Donc, ça veut dire qu'il y en a 5000, on dit 5200, donc ça veut dire qu'il y en a 5000 qui n'ont pas de financement à l'émission. Ah oui, hein, c'est ça. Oui, puis c'est à double tranchant aussi, hein, parce que si tu dis, bah, on est capable de fonctionner, nous autres, on va chercher des revenus autonomes, donc on fonctionne à notre mission. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ben, tu n'as pas besoin de cet argent-là. Le gouvernement pourrait dire, ben, finalement, tu n'en as pas besoin. Alors que l'idée, c'est de revendiquer pour être capable de fonctionner sans toujours être obligé d'aller chercher de l'argent, puis courailler, puis mettre du temps là-dessus. Là. C'est un petit peu ça l'idée au départ. C'est ça l'idée de la politique en action communautaire, c'est d'assurer un fonctionnement, une somme de base pour ton fonctionnement qui fait qu'après ça, oui, tu peux aller te chercher des projets, des ententes de services ailleurs, mais qu'au moins, tu aies une base pour être capable de dire on peut fonctionner, on peut avoir quelque chose de solide et de pérenne. Donc, c'est surtout ça l'idée de base du soutien à la mission. Oui, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Ça l'ouvre la voie à plusieurs échanges. Oui, puis c'est le fun que vous posez ces questions-là parce que, en tout cas, moi, ça me permet aussi de continuer à réfléchir puis d'alimenter aussi ma gang, là. Puis aussi pour les prochaines présentations que je vais faire ailleurs, j'aurai déjà là, un petit aperçu là, des questionnements qui peuvent surgir. Puis je suis sûre qu'on en aurait eu d'autres si on aurait continué encore plus à fond, là. Merci beaucoup, Céline. J'espère que tout le monde a apprécié. Oui.